Ok, du coup, le harcèlement scolaire, bienvenue sur cette conférence, je sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas, intervention, discussion, comme je vous l'ai dit au préalable. L'idée, c'est pas que je parle juste moi, je vais essayer d'avancer un peu dans les diapos, et si vous avez à n'importe quel moment envie d'intervenir, etc., c'est qu'on puisse aussi chercher des solutions ensemble et en ressortir avec quelque chose de plus à travailler, peut-être pour une prochaine fois. Du coup, on va s'intéresser aujourd'hui spécifiquement au harcèlement scolaire élèves entre élèves. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler des violences scolaires plus générales, notamment avec ce qu'on entend, là, l'affaire Betaram, etc. Donc, je pense que vous en avez entendu parler. Donc, de violences physiques, psychologiques, sexuelles, mais plutôt d'une institution et des encadrants contre les élèves. Et effectivement, on ne va pas parler non plus du harcèlement scolaire qu'il peut y avoir d'un prof sur un élève ou sur une classe entière d'élèves. Ça existe, c'est problématique, mais ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui. On va essayer de se concentrer sur ce qui se passe dans la cour entre les élèves, enfin dans la cour et ailleurs entre les élèves. Pour faire un rapide état des lieux, on est sur à peu près 5-6%, ça fait 2 élèves par classe. C'est un chiffre qui, malgré toutes nos interventions, n'a pas vraiment diminué, on va dire, depuis une dizaine d'années. Ça reste vraiment assez stable, tout en sachant que tout ce qu'on avait comme données aussi avant 2011, c'était des données qui étaient seulement établies sur ce que rapportaient les profs, c'est-à-dire ce qui était remonté. Alors que depuis cette date-là, on essaye d'aller directement faire nos statistiques en interrogeant les élèves. Donc, je peux dire que là-dessus, je pense qu'on est un petit peu plus précis. Tout en sachant que le harcèlement scolaire, c'est aussi quelque chose, c'est un peu un sujet qui pour les élèves est difficile à venir évoquer quand ça leur arrive. Donc on peut aussi imaginer qu'on sous-cote un petit peu la réalité de ce qui se passe. Voilà. C'est donc un problème majeur de santé publique parce que dans la plupart de nos troubles psychiques, on est quand même sur des pourcentages un peu inférieurs. Donc 6%, alors 6% au collège, c'est plutôt, on est plus à 5%. Sur le primaire, ça augmente au collège et ça a tendance à rediminuer au lycée. Donc c'est un vrai problème de santé publique et on a une petite partie qu'on n'évoquera pas forcément non plus dans les détails parce que c'est encore, c'est des choses que j'ai moins étudiées et qui continuent aussi de l'être, c'est le cyberharcèlement, mais qui touche quand même 20% des élèves. C'est-à-dire que 20% des élèves déclarent avoir au moins été exposés à du cyberharcèlement, que ce soit en étant soi-même victime ou en étant ne serait-ce que témoin de ces situations. On estime que c'est grosso modo ce qui se joue dans le cyberharcèlement, c'est à peu près la même chose que ce qui se joue dans le harcèlement, sauf qu'on est sur quelque chose qui peut se passer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et qui peut toucher une masse de personnes, des choses publiques beaucoup plus... l'impact peut être beaucoup plus important à ce niveau-là. Et on a depuis, en plus, maintenant, tout le truc avec les IA, donc les deepfakes, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais en gros, c'est... on est passé de photomontage à des IA génératives qui vont carrément mettre en vidéo, en scène, notamment par exemple sur du contenu pornographique, des élèves, ou des personnes, la personne qu'on cherche à attaquer, à harceler. Et donc ça se modifie dans la forme. Alors, qu'est-ce que c'est que le harcèlement? C'est peut-être la première question qu'on va essayer de se poser, c'est-à-dire comment finalement identifier cette problématique. Au départ, il y avait vraiment ces 3 critères qui étaient la volonté de nuire, donc vraiment avec une intention de venir exercer une nuisance sur un autre élève, le caractère répétitif, et d'ailleurs la majorité des élèves harcelés l'ont été plus de 5 fois, donc on a quand même vraiment des choses comme ça qui se répètent dans le temps, et dans une situation déséquilibrée de pouvoir, avec effectivement une asymétrie entre un harceleur qui gagne de plus en plus de pouvoir sur sa victime harcelée, qui elle est en position de plus en plus soumise dans la relation, et donc globalement c'est comme ça qu'on définissait les choses au départ. À l'échelle mondiale,
Et dans le passé, on avait plutôt des bagarres, des coups, des insultes, ça se manifestait beaucoup par ça. Aujourd'hui, c'est plutôt des moqueries, des mises à l'écart, des rumeurs, des choses plus peut-être discrètes, plus insidieuses. On est plus sur un côté violence psychologique que violence physique, même si ça existe encore, on va dire. On est parti aussi de l'époque où on pensait que c'était un problème individuel, c'est-à-dire qu'on se disait, le harceleur, c'est le bad boy, c'est effectivement un psychopathe, il y a un problème avec le harceleur, et on voyait le harcelé comme la pauvre victime fragile, qui ne peut pas se défendre par elle-même, et qu'il va falloir à tout prix protéger de tous ces méchants harceleurs. Et aujourd'hui, on a plus tendance, et ça va être un peu ça aussi la trame, vous allez voir, de la suite de l'intervention, de considérer ça comme un problème relationnel. C'est-à-dire que de se dire c'est quelque chose en fait qui peut se passer avec tous nos ados, tous nos enfants finalement. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas forcément de profil type d'élèves harcelés ou harceleurs. Avant, on se disait oui. Alors, c'est vrai que, notamment dans les processus de stigmatisation, à l'échelle mondiale, par exemple, aussi des causes, l'homophobie ou les élèves handicapés, etc. On était plutôt sur ces populations à se dire, effectivement, c'est parce que ils ont ces différences qu'ils sont harcelés. Donc, voilà. Et au final, on se rend compte que c'est plus un agrégat de raisons, avec quand même un élément qui est un élève perçu comme différent. Mais ça peut être sur vraiment tout un tas de raisons différentes. Et en fait, la genèse peut partir d'un peu n'importe quoi, et petit à petit on va avoir cette relation asymétrique qui va se créer et qui va faire que on va avoir une authentique situation de harcèlement. Et donc, s'il n'y a pas vraiment de raison spécifique ou de profil type, aujourd'hui on a plutôt tendance à chercher les raisons dans tout simplement des choses plus générales que sont l'adolescence, avec toute la problématique émotionnelle liée à cette période, des émotions qui sont beaucoup moins bien gérées, beaucoup plus intenses, que ce soit dans les choses négatives, dans les émotions perçues comme négatives, mais même que ce soit dans la joie. Et on va voir que l'excitation, le plaisir, c'est aussi quelque chose qui rentre en jeu dans cette relation de harcèlement. On a au niveau des cognitions, c'est-à-dire comment les ados se représentent le monde, des choses très binaires au début. La nuance arrive plus tard, quand on arrive dans l'âge adulte, mais au début c'est moi et c'est lui. C'est nous et c'est l'autre. C'est des choses très tranchées comme ça. Et donc, ça va avoir aussi des conséquences d'amener de la nuance, etc. Et donc on a aussi une explication à ce niveau-là. On a dans les changements du corps, alors ça on retrouve beaucoup de raisons, beaucoup de thématiques de harcèlement sur justement l'apparence physique, que ce soit le corps, que ce soit effectivement au niveau des vêtements, du style, etc. Donc c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Et ça pour tous, hein, c'est-à-dire que justement, des personnes harceleurs, harceleuses, peuvent eux-mêmes se sentir un peu gênés ou ne pas trop savoir quoi faire avec ce corps qui change. Et du coup, la solution, ça va être d'attaquer les corps des autres pour que soi-même, on se maintienne dans une forme pour se protéger, quoi. Il y a la construction, et à travers tout ça, la construction de l'identité, effectivement. Donc c'est un peu ce que je disais sur moi je suis ça, mes valeurs c'est ça, nous nos valeurs c'est ça, et on se reconnaît parce qu'on écoute tel type de musique, parce qu'on pense de telle ou telle manière. Par contre, l'autre, lui, il est différent, et donc s'il est différent, c'est qu'il est aussi dangereux, parce que s'il est différent, il peut remettre en cause l'identité super géniale qu'on s'est construite tous ensemble. Voilà, donc tout ça pour dire quoi au final, c'est qu'on va s'intéresser beaucoup plus aux dynamiques de groupe qu'aux individus en eux-mêmes dans cette problématique. Oui, pour vous donner une définition un petit peu vraiment très large, mais qui est utilisée dans des études justement, on considère qu'un élève est victime de harcèlement quand un ou plusieurs de ses camarades tiennent des propos désobligeants, blessants, menaçants, se moquent de lui, l'insultent ou lui donnent des surnoms méchants, l'ignorent, l'excluent complètement d'un groupe d'élèves, le mettent intentionnellement à l'écart, le poussent, le frappent, le percutent,
le bouscule, l'enferme dans une pièce, raconte des mensonges à son propos, profère de fausses rumeurs, envoie des mots menaçants, essaie de faire en sorte de le discréditer aux yeux des autres élèves et tout autre agissement blessant de ce type. Voilà, pour vous dire à quel point ça peut prendre des formes vraiment très complexes et très différentes. Donc globalement, au niveau de cette dynamique de groupe et dans la relation, on va dire, dans ce qui se passe dans la relation dans la situation de harcèlement, c'est qu'on a souvent une triangulaire avec du coup l'élève harcelé qui lui est en position de soumission, l'élève harceleur qui lui exerce son pouvoir sur l'élève harcelé et les témoins qui peuvent être plus ou moins actifs et qui eux vont valider en fait le fait que oui, cette situation est bel et bien légitime et qu'elle doit perdurer effectivement, donc avec des témoins qui peuvent, ne serait-ce que le silence valide, mais après vous pouvez avoir les petits sourires en coin, voire des témoins qui vont être un petit peu plus actifs et qui vont eux aussi se permettre de balancer quelques pics, etc. Et donc on va dire de donner, d'amplifier, on va dire, cette relation de harcèlement. Excuse-moi, ouais. Pardon si ça a déjà été dit quand j'étais pas là. Je t'en prie, vas-y. Tranche d'âge, du coup. Tranche d'âge, c'est vraiment, ça commence au primaire. On a d'ailleurs, juste, j'y pense pendant que tu le dis, mais le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui a énormément augmenté en 2 ans. Ça a doublé chez les 8-10 ans. Parce qu'on a 2 fois plus de comptes ouverts sur les réseaux sociaux. Et même si globalement, c'est plutôt dans des boucles WhatsApp qu'il y a ces phénomènes de harcèlement. Donc ça commence vraiment dès la primaire. On va voir qu'en prévention, on peut agir dès l'école maternelle. Il y a des choses à faire. Et après, sinon, le gros de la problématique, c'est au collège. Voilà, c'est là où c'est le plus saillant. Et après, ça diminue au lycée, mais ça continue. Et puis après, si on pousse plus loin, ça continue aussi dans le travail. Hein. Tout ça a des conséquences et dans les relations amoureuses qu'on peut créer ensuite, par la suite, etc. Donc c'est une problématique toute la vie, mais il y a un gros enjeu quand même au niveau du collège à ce niveau-là. Juste, je finis la partie un peu présentation, etc. Et ensuite on fait une pause justement, comme ça on peut essayer de discuter, mais n'hésitez pas à intervenir à quelconque moment comme tu viens de le faire, hein, pas de souci. Du coup, juste sur cette triangulaire, du coup, de harcelé, harceleur et témoin, ce qui fait que la situation va être verrouillée dans ce sens-là, et ça va être important pour la suite, c'est on a notamment 2 émotions que sont la peur et le plaisir. Donc la peur côté du harcelé, que s'il répond, ça escalade, c'est souvent quelque chose comme ça, donc c'est pour ça qu'il se retrouve dans une position à « je ne fais rien en espérant que ça s'arrête ». Au niveau du harceleur, on va avoir la peur et le plaisir, c'est-à-dire la peur de soi-même être... harceler quelqu'un, c'est le meilleur moyen de se protéger du fait d'être soi-même harcelé. Là, c'est un peu la notion de popularité que le harceleur va aller chercher en exerçant son pouvoir. Et on a le plaisir, alors ça on y reviendra plus tard, et c'est un petit peu cette idée, au début on se disait, ouais, ils font volontairement souffrir. Et en fait, on va revenir sur ce qu'en dit notamment Emmanuel Piquet, c'est auprès d'elle que j'ai attrapé cette information, qui est plutôt, en fait, l'élève harceleur va prendre plaisir à exercer son pouvoir et son emprise sur l'élève harcelé. Et en fait, la souffrance, c'est le signe que ça fonctionne. C'est pas forcément qu'il cherche à faire souffrir, mais le fait de percevoir de la souffrance chez l'élève harcelé va lui indiquer que, ok, j'ai mon emprise, je suis cool, j'ai ma popularité, ça marche, quoi, donc je continue, quoi. Voilà. Et chez les témoins, on va avoir plutôt aussi la peur qui est là, forcément, de se dire que il vaut mieux être du côté de celui qui harcèle pour éviter soi-même de se faire embêter, quoi. L'idée, ça va être du coup de ne pas enfermer les personnes dans des rôles. On va voir comment on peut faire bouger un peu ce système. Et l'idée aussi, c'est qu'à la fin de tout ça, une fois qu'on a travaillé à résoudre cette situation de harcèlement, tout le monde a quelque chose à y apprendre. Et on va y revenir. Le harcelé, c'est que en fait, il a le pouvoir de changer les choses et qu'il peut, en fait, par ses actions, venir changer quelque chose, rééquilibrer quelque chose dans la relation. Le harceleur, lui, ça va être plutôt le fait que harceler, en fait, il peut m'arriver des choses désagréables quand je le fais, et donc je vais peut-être arrêter. Et ça, ça prévient aussi tout un tas de délinquances, parce qu'on a vu que les élèves qui harcelaient à l'école avaient plus de problèmes après avec la justice, etc. Donc il y a quand même vraiment quelque chose à faire pour les aider et pour éviter les conséquences négatives pour eux dans le futur. Et les témoins, on va dire que c'est aussi l'idée que finalement, on peut être faible à un moment, et puis pas le rester en fait.
on peut changer les choses aussi. Et on verra que ce sentiment d'efficacité personnelle chez les témoins, c'est important. Parce que c'est aussi quelque chose qui les verrouille de se dire bah, je peux rien faire, qu'est-ce que je peux faire? Bon, bah, du coup, je suis pas ciblé, on va rester comme ça. Et au moins, rien dire, histoire de. Donc, c'est pouvoir leur dire aussi qu'ils peuvent faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on se retrouve aussi. Alors, ici, c'est moins le cas en Espagne parce que les gens ont tendance à intervenir, justement. En tout cas, pour ce qu'on a vu un peu dans la rue, mais. À Paris, par exemple, c'était moins le cas, quoi. Hein. C'est tout le monde. D'ailleurs, au niveau des chiffres, en Espagne, c'est à peu près les mêmes. Il y a une enquête, je pourrais vous donner les sources, mais on est à peu près sur. Et en Europe, de manière générale, il y a peut-être les pays du Suède, Norvège, qui font peut-être un peu mieux, mais ils ont pris ça à bras-le-corps depuis plus longtemps aussi. Mais du coup, voilà, deux petits trucs sur finalement comment repérer quels sont les signes évocateurs. Donc à court terme, ça va être des absences sporadiques, un élève qui commence à manquer un peu les cours, les lundis matins plus compliqués, les dimanches soirs avec le week-end c'est bien passé, et puis dimanche soir il y a des angoisses qui reviennent liées à l'école, pendant les vacances tout va bien, on retrouve notre gamin comme il était, voilà, et puis quand on revient dans la période scolaire, c'est plus compliqué, donc avec par exemple des troubles du sommeil, des difficultés d'endormissement, des sommeils moins récupérateurs, on peut avoir de l'isolement, donc des enfants qui se cloîtrent dans leur chambre, ou à l'inverse, de la colère, de l'irritabilité, ou en tout cas des changements de comportement un peu brutaux et qui s'expliquent pas forcément par d'autres événements, on va dire familiaux ou autres. Après, on peut avoir tout simplement des élèves qui nous font carrément des attaques de panique à l'idée de retourner à l'école. Donc là, bon, c'est un peu plus bruyant, c'est un peu plus visible. On se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Et sinon, vous avez à voir toute la lignée des mal de tête, mal de ventre, mal de tout ce que vous voulez, qui peuvent faire passer longtemps d'ailleurs, surtout si ça fait un peu sporadique. Bon, bah, une petite grippe par-ci, une petite gastro par-là, sauf qu'en fait, non, derrière la problématique, c'est le harcèlement qui est en cours, et donc en fait, c'est juste des somatisations anxieuses, quoi. Donc ça, c'est un peu... Voilà. Et l'amélioration en période de vacances et week-end, c'est généralement ce qu'on voit. Et puis voilà, moi quand je vois des jeunes, je les vois souvent après coup. Et souvent, ce que je vois, c'est l'an dernier, il y avait des absences un petit peu à partir de telle période. Ensuite, l'été, ça s'est bien passé, super. Ils ont repris la rentrée. Et premières vacances d'octobre-novembre, terminé. Parce que, en fait, ça a recommencé. Et ils se sont dit, c'est bon, l'été est passé, ils vont me laisser tranquille à la rentrée. Et puis, boum, ça repart. Et donc là, déscolarisation totale, c'est souvent à ce moment-là que je les vois, moi. Sur les conséquences globales et long terme du harcèlement, vous avez toute la panoplie des troubles psychiques, donc tous les troubles anxieux, anxiété sociale, isolement social, tout ce qui va être l'anxiété de performance aussi, on le voit chez les grands ados. Moi j'avais pas mal avec des histoires d'harcèlement qui ensuite doutent de leurs compétences académiques aussi, parce qu'il y a des décrochages scolaires, des phobies scolaires, toute la lignée dépressive avec... des idées suicidaires, voire des tentatives de suicide, les scarifications, tous les troubles obsessionnels compulsifs. Je vois beaucoup aussi de patients qu'on diagnostique troubles borderline, et en fait derrière, on voit qu'il y a des situations de harcèlement dramatiques, voire qui se sont rajoutées avec des agressions sexuelles ou des trucs comme ça. Donc on a un beau package de traumas complexes qui peut prendre naissance, on va dire, sur des phénomènes de harcèlement au départ. Donc voilà. Donc, les troubles alimentaires, effectivement, donc anorexie et boulimie, enfin sous toutes ces formes. On va dire qu'en fait, on a dans le fait que ça puisse créer d'authentiques traumas complexes, derrière vous avez toute la panoplie des troubles psychiques qu'on connaît, sur lesquels ça peut dériver, quoi. Et sur le plan plus global, on a vu qu'il y avait une transmission intergénérationnelle. Donc, parents harcelés, plus de risques que leurs enfants le soient aussi, et ainsi de suite, que le schéma se répète même à l'échelle de famille, en fait. Et c'est aussi une perte de chance à l'échelle de la société dans son ensemble, parce que dans des établissements où il y a des phénomènes de harcèlement qui sont plus présents que d'autres, on va dire, que dans d'autres établissements, ça affecte en fait toute la communauté éducative, que ce soit même au niveau des profs, des élèves, et en fait on observe des chutes de notes, c'est un peu le critère qui a été observé en l'occurrence dans ce que j'ai lu, qui baisse en fait, donc il y a vraiment un impact
à l'échelle voilà, de toute l'institution scolaire, et au-delà de ça, de toute la société, quoi. Donc voilà un petit peu pour la première partie sur l'état des lieux, qu'est-ce que c'est, où est-ce qu'on en est, pourquoi il faut s'y intéresser, et donc après la deuxième partie c'est qu'est-ce qu'on fait du coup.